Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Victor et Alain pour cette soirée spéciale Donbass, spéciale Ukraine. Donc, on va revenir un peu dans le cours de ton histoire, parce que voilà, donc tu nous as expliqué comment t'es arrivé, donc un sacré périple déjà, pour arriver jusqu'en Ukraine, c'était pas simple, hein, parce que finalement, voilà, passant par la Russie, on t'a bloqué, puis expulsé, puis revenu, etc. Bon, toute une aventure, finalement vous arrivez hein, jusqu'à, on va dire, à atteindre les rebelles ukrainiens, rebelles entre guillemets bien sûr, hein, tout ça. Et donc vous intégrez cette milice. Et au départ, tu nous dis c'est vraiment milice, pas très organisée, pas beaucoup de matériel. Pas très professionnel. Pas très professionnel. On a un peu, bon, je veux pas être insultant, mais c'est un peu l'armée mexicaine, un peu, on a l'impression. C'est pas insultant, faut regarder la réalité militaire en face. Ouais, voilà. Et surtout pour des soldats professionnels, on trouvait ça complètement suicidaire. Puis même Mika et Guillaume avaient bien conscience que c'était suicidaire de travailler avec eux et que c'était très dangereux, étant donné du fait de la langue, du non-professionnalisme et du manque de matériel. Donc une fois qu'on a été à Rostov-sur-le-Don, qu'on a reçu les volontaires serbes, on atterrit dans la brigade Prizrak et on commence l'entraînement. Donc je pense, si je fais pas d'erreur, dans la durée du temps, on est resté 2 bons mois à Lchfesk pour s'entraîner en base arrière, pouvoir coordonner les Serbes, les Espagnols et les volontaires français entre eux. Entre-temps, on a monté un pôle médical. Alors le pôle médical, c'est une réussite totale. Grâce aux appels vidéo, aux appels en dos, on a reçu des médicaments venant vraiment de partout, et même des médicaments qui nous ont servi beaucoup plus tard sur le front de Mariupol. D'ailleurs, je tiens à remercier vraiment les gens qui nous ont aidés, parce que c'est essentiellement des Français qui nous ont fait parvenir tous ces colis de médicaments. Moi, j'en ai fait parvenir pas mal aussi. Hein. Ouais, mais ça nous a réellement servi, ça. Le pôle médical était une réussite. Donc on monte un pôle médical, on commence à former, entre guillemets, les groupes de combat. Mais toujours ce problème au niveau de l'armement, par contre. Alors à la fin, la Brigade internationale unité continentale a réuni, si je me trompe, 24 personnes de toutes nationalités différentes. Alors ça peut paraître pas beaucoup, et à la fois c'est énorme. Déjà, c'est comme une... C'était l'anglais, finalement. Ah ouais. L'anglais. C'était une... c'est ce que me disait Renaud. Il me fait, au moins, Victor, t'auras pas beaucoup appris le russe, mais au moins tu seras mis à l'anglais. Le Donbass a réussi ce que n'a jamais réussi le système scolaire français, c'est de me forcer à apprendre l'anglais. La langue de la perfide Albion, entre guillemets. Bon, revenons à nos moutons. Oui, donc, ça paraît peu, mais c'est l'effectif d'une section de l'armée, 20 bonhommes. Et c'est à la fois beaucoup, parce que c'est tous des volontaires étrangers, il faut arriver à se coordonner entre nous et tout ça. Puis finalement, quand on a tous la même façon de travailler, que ce soit en combat aux localités ou combat plein, on arrivait à travailler de la même manière, de la même façon. Donc, mais il y a eu un problème, un gros problème, et là ça rentre dans le contexte géopolitique et politique du Donbass, à la fois intérieur et extérieur. La brigade Prizrak ne nous donnait pas du tout d'armement. On avait 5 AK-74, il y a un PKM, donc un fusil mitrailleur russe pour les non-initiés, pour 24 bonhommes. Donc là on commence sérieusement à faire des histoires à la commandement, à leur dire écoutez, c'est simple, si vous ne nous armez pas, on se barre ailleurs. Puis on mettait même le chantage et dire écoutez, si vraiment vous voulez nous garder, vous avez intérêt à nous donner de l'armement et à nous envoyer sur le front. On a eu ce problème-là. Alors là, on fait bouger des contacts à droite à gauche et on apprend qu'en fait, il y a des conflits à l'intérieur. Les camps ne sont pas unis. Le commandant Alexei Mozgovoy était un révolutionnaire. Il est normalement à Lchfesk et rattaché à l'oblast de Lugansk, et normalement militairement et politiquement il aurait dû dépendre de ce qu'on appelle la LNR, donc la République populaire de Lugansk. Oui. Et il était vraiment révolutionnaire. Lui, il voulait faire la guerre aux Ukrainiens, mais promouvoir ses idées socialistes révolutionnaires et aussi orthodoxes. Voilà, ce que tu nous expliquais avant, cette espèce de synthèse. Voilà, mais lui, c'était vraiment un vrai révolutionnaire. Bon, j'ai jamais été d'accord sur le principe avec lui, sur la technique militaire, l'organisation. Je m'étais même en opposition avec lui, mais sur les idées, j'étais en parfaite... enfin, j'étais vraiment d'accord avec lui. Mais
Le problème, c'est son action politique. C'est simple, c'était la République populaire de Lugansk qui avait les armes. Et vu qu'il s'opposait à la fois à la République populaire de Donetsk et à la République populaire de Lugansk, les armes n'arrivaient pas à la brigade Prizrak. Ah, il n'y avait pas d'unité au départ, donc, entre toutes ces milices, c'est chacun de son côté. Au début, quoi. Chacun essayait de tirer le filet de son côté parce que c'est la naissance d'une nation un peu. Donc il y a les profiteurs de guerre, il y a les politiques, mais les purs politiques, il y a les idéalistes comme Alexei Mozgovoy et Strelkov, et Motorola, Goubarev et compagnie, tous les grands noms, tous les héros qui sont sortis de cette guerre, ce sont des idéalistes. Ce sont des soldats politiques. Et puis il y en a clairement, comme la République populaire de Lugansk, où ils voient plus l'aspect diplomatique, et voire même, la chasse aux oligarques certes, mais s'ils gênent pas plus que ça, et s'ils se mettent aux ordres du pouvoir, on arrête là. Et puis même au sein de la population, tout le monde au début n'est pas d'accord pour les idées séparatistes. Je rappelle, au début, c'est des fédéralistes. Et certains trouvent extrême le projet Novorussia. La séparation, non, on veut juste la fédération et l'arrêt des combats. Et ne parlons même pas d'un rattachement à la fédération de Russie. Certains disaient, oui, bien sûr, nous sommes russes, mais on veut pas rejoindre la fédération de Russie. On veut une fédéralisation de l'Ukraine, ou la Novorussia, certes, peut-être. Il faut bien savoir, certes, ils sont tous d'accord sur le fait que l'Ukraine agresse, que les bombardements touchent la population civile, mais certains ne veulent pas. Mais la réponse à donner, personne n'est d'accord. La réponse politique à donner, personne n'est d'accord. D'accord. C'est le début d'une rébellion, donc ça doit se structurer, comme dans toute aventure humaine. Et Mozgovoy, qui était un idéaliste, s'est mis de suite à dos les autorités de Donetsk qui se structuraient et celles de Lugansk. Donc l'armement ne nous arrivait pas, et nous autres volontaires internationaux, on a été les premières victimes. Voilà. Et en plus, il y avait aussi le fait qu'ils voulaient nous préserver, et surtout pas dire qu'au début les volontaires internationaux tombaient au combat. Il nous a un peu oubliés, volontairement, on va même dire. Donc on arrive avec Nicolas Perovic, enfin surtout lui, qui a négocié avec Mozgovoy, à pousser pour qu'on nous envoie enfin sur le front. Là, on a la période de novembre 2014, commence le siège de Debaltsevo. On commence à installer nos blocs-postes sur Debaltsevo. Alors Debaltsevo, c'est au sud de Lugansk, et c'est le point de passage obligé entre Donetsk et Lugansk. Voilà, c'est un nœud très important, un endroit très stratégique des C'est une poche qui descend entre les deux villes. Voilà. Et c'est très utile parce que si jamais l'armée ukrainienne prenait ça, il n'y avait plus du tout de communication entre Donetsk et Lugansk. Le front en deux, quoi. Voilà. Et même si c'est deux républiques autonomes l'une d'elles, parce que la Novorussia, c'est que dans la tête de Goubarev, finalement, et que structurellement parlant en réalité, Donetsk et Lugansk n'étaient pas du tout alliés. C'était deux armées bien différentes, enfin encore c'était des milices différentes, chacun avait ses propres milices et elles ne travaillaient pas du tout ensemble. Et c'est Debaltsevo où on va voir un début de commencement, enfin d'essai de cohésion militaire entre les deux républiques, parce que Debaltsevo est vraiment à la fois sur la DNR et la LNR. Donc c'est là qu'on va voir, surtout pour les extérieurs, parce que quand les gars sont au front, ils sont coupés des communications, on voit vraiment qu'ils essaient de coordonner tout ça. Mais là encore sur le front, Renaud, qui était responsable de l'artillerie, qui était un ancien artilleur parachutiste, me disait mais c'est pas possible. Il me disait on me confie la responsabilité de l'artillerie, et il dit sur les cartes il faudrait bombarder là et là, et les commandants ukrainiens de la brigade Prizrak disent ah bah non, c'est pas possible parce que là ça dépend de Donetsk. Et ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc au début, même quand ils essaient de rassembler leurs forces, ils ont du mal encore à créer une cohésion et véritablement ce qu'on appelle une lutte interarmée, quoi. Faire bouger toutes les armées en même temps, faire coordonner à la fois l'artillerie et l'infanterie. Donc ça a été très très dur pour nous. Entre-temps, moi, j'avais été à Moscou parce que je savais que la situation n'était pas bonne du tout pour les volontaires internationaux, que finalement, c'était que du combat de seconde zone et il n'y avait que Renault qui pouvait travailler en artillerie. Donc, j'ai dit peut-être qu'il faut solliciter d'autres réseaux, d'autres personnes, malgré toute la sympathie que j'avais pour les idées du commandant Mozgovoy. Et finalement, on s'est fait intégrer au mois de décembre, pour le jour de Noël, en 2014, à l'armée de la République populaire de Donetsk, sur le front de Mariupol. Donc front très difficile, front où Mariupol, on nous disait clairement, si on fait tomber Mariupol, c'est 20% de l'économie ukrainienne qui tombe. Et là où front aussi très politique, parce que c'était là où il y avait la base principale du bataillon Azov, donc c'était vraiment quelque chose de très important pour nous d'aller à Mariupol. Donc on arrive à Mariupol en ce début d'hiver, décembre 2014.
Et l'armée de la République populaire de Donetsk, même s'ils essaient de se structurer en armée, c'est encore l'esprit milice. Et puis les miliciens, enfin cette armée avait commencé eux à payer leurs soldats. Mais payer une somme $300, mais c'est beaucoup pour les russophones, pour la population dans l'Est, c'est beaucoup $300. Et malheureusement, ça a attiré des gens qui n'étaient pas forcément recommandables et qui ne venaient pas se battre en tant que volontaires. Ouais. Là, ça commençait à disparaître le premier temps des volontaires qui venaient par altruisme et tout ça. Et au début, la République populaire de Donetsk s'est armée et tout ça, c'était... on arrive sur le front de Mariupol, on dit waouh, on se dit c'est quoi tout ça, on est même un peu déçus, on se dit bah, si on a quitté les milices politiques pour atterrir dans cette armée-là, on se disait c'était pas finalement ce qu'il nous fallait. Les gens, je sais que les volontaires internationaux avaient été déçus par l'armée de la République populaire de Donetsk. En plus, le front c'était en hiver, les blocs-postes ils faisaient plutôt froid. Le fameux hiver russe, c'est pas une légende? Non, parce qu'on a eu de la chance finalement. Le fait que la proximité de la mer Azov a régulé l'hiver. On a eu un hiver rude, mais c'était pas non plus le grand hiver de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Voilà. Et c'était bon, c'était très dur pour tout le monde. En plus, on a eu nos premiers blessés à la bataille de Chirokino, ce petit village clé qui nous permettait d'ouvrir la route vers Mariupol. Donc là aussi, on a été victime du fruit d'un manque de coordination interarmée. Les chars et l'artillerie, alors que le plan était prévu depuis 3 semaines, n'ont pas du tout suivi notre assaut d'infanterie. Donc nous, on se rend compte, on investit le village, on voit qu'on n'a pas du tout d'appui. Bon, on nous dit de vite, le commandement me fait dire, écoute Victor, faut retirer tous les hommes de suite. Et sur la route du retour, vu qu'on n'avait pas du tout de protection d'artillerie, on a reçu des obus de mortier. Donc 4, ça a été suffisant pour malheureusement faire mourir au combat 3 Russes et blesser 2 Brésiliens et 2 volontaires français. Voilà. Donc là, on a eu nos premiers blessés et les premiers morts pour les Russes et tout ça. Donc là, je tiens à féliciter personnellement le pôle médical qui a très bien réagi, qui a sauvé les vies des miliciens russes. Guillaume Lestradé. Guillaume Lestradé. J'ai récupéré à l'aéroport il y a la semaine dernière. Mais pas que lui, il y en a un autre, bon je ne citerai pas son nom parce qu'il ne veut pas, mais lui aussi également a très bien réagi. Ancien Oksan de la Légion étrangère, donc il a très bien fait son travail. Excellent d'ailleurs. Donc et ça a été reconnu que les Français, le pôle médical a sauvé des vies ce jour-là. Ils étaient très contents de nous. Voilà. Ah, donc là, et qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à prendre finalement les objectifs militaires? Alors déjà, il y a une partie du groupe qui va à Donetsk et moi je reste avec une autre partie du groupe sur le front de Mariupol. Et malheureusement, cette fameuse bataille de Chirokino, dans les faits, ça va finir entre guillemets pour une défaite pour l'armée de la République populaire de Donetsk. On va évacuer le village, mais bien 3 mois plus tard. Mais entre-temps, moi j'aurais été 3 fois là-bas. Bon, des combats, c'est surtout des combats d'artillerie. Les snipers ukrainiens faisaient pas mal de dégâts. Et puis nous, on avait une route, mais pour accéder à ce village, c'était la seule route. Et elle était sous le feu et sans arrêt de l'artillerie ennemie, sans arrêt. Donc amener des hommes, de la nourriture, des munitions, c'était très très difficile. Donc c'était une bataille extrêmement consommateur en moyens, et avant que ça devienne trop consommateur en hommes, la République a dit l'ordre, bon bah on va évacuer parce que la propagande ennemie a fait passer ça pour une grande reconquête. Mais ils piétinaient tout autant que nous. Mais par contre leur bloc-poste et leur position étaient bien ancrés, on n'a pas réussi à les enlever. Et parce qu'en plus, parce que c'était quoi la stratégie militaire on va dire du régime de Kiev en face? Parce que tu me disais que ils bombardaient essentiellement des objectifs civils. Alors, il y a, de toute façon, ça c'est une stratégie essentiellement de l'OTAN, voire même américaine, de détruire, je ne sais plus quel terme c'est exactement, c'est de détruire toutes les infrastructures civiles, de centrales électriques, de gaz, hôpitaux, tout ça, pour faire fuir la population civile. Et oui, effectivement, c'était surtout mais surtout qu'avec leurs drones, à Donetsk, après je suis retourné à Donetsk, les bases des bataillons, des milices, c'est clairement identifiable. Tu peux voir une activité militaire. Donc c'est impossible qu'avec tous les drones qu'ils ont dans le ciel du Donbass, ils ne peuvent pas faire la différence entre un hôpital où il y a des civils et des bases militaires. C'est strictement impossible. Avec la technologie qu'ils ont, les drones qu'ils ont, c'est pas possible. Parce que dans les bases militaires à Donetsk, toutes celles que j'ai visitées, on voit les BMP, on voit le peu de chars qu'on a, on voit les rassemblements en armes le matin. Et on fait très bien la différence entre entre les bases militaires et les hôpitaux. Donc il y a une volonté clairement de détruire les infrastructures. Ça c'est pour attaquer le moral de la population, de toute façon, directement. La technique américaine donc spécifie
que les populations civiles sont un objectif. Hein. Il a expliqué l'histoire des 5 cercles et que dans la guerre américaine, prioritairement, on s'attaque aux civils. Et c'est efficace. Parce que les civils vont faire pression sur les le gouvernement, sur les dirigeants. Et on attaque les civils avant les armées. Mais pas dans cette guerre. Je dois bien retenir une chose de cette expérience et que ça serve de leçon à tout le monde, surtout dans notre monde occidental où on n'a pas la joie de vivre, je trouve. C'est que la population civile du Donbass a été la plus courageuse, à tout point de vue. Je me promenais, mais où que ce soit n'importe quel front, Lugansk, Alchevsk, Mariupol, la population est extrêmement courageuse et généreuse. Et elle a la joie de vivre, elle garde le sourire. On voit une solidarité entre elles, et même envers nous, qui tient de l'extraordinaire. C'est une population qui est en guerre, qui sur le front de Mariupol, subit un génocide, clairement. Et on voit qu'il garde le sourire. Timo, comment ça se fait un génocide sur Mariupol? Alors sur Mariupol, il n'y a pas que l'armée ukrainienne qui est là-bas. Il y a les bataillons politiques, il y a le bataillon Azov, il y a également les milices tchétchènes et tout ça. Et moi, les milices tchétchènes, c'est-à-dire je vais venir tout à l'heure. Oui. Expliquer tout ça. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces 1 an de présence dans le Donbass. Et moi, quand j'ai été reçu par le commandement russophone là-bas, on me fait un topo, hein, comme tout bon militaire, on me dit bon voilà la situation militaire, voilà la position que tu vas prendre. Et je pose la question, je dis mais on a qui en face? On me dit on a le bataillon Santa Maria, qui est un bataillon politique, on a le bataillon Azov, on a telle unité ukrainienne, on me dit on pense qu'il y a des Tchétchènes qui vont arriver. Et il me dit par contre Victor, je suis un peu gêné mais on commence à faire des recensements de population, il manque des personnes. Puis il me dit, il y a ces vieilles rumeurs qu'à l'aéroport de Mariupol, des femmes sont prisonnières, qu'il y a peut-être des génocides, des gens disparaissent et ne reviennent jamais. Bon, je me dis, c'est peut-être la propagande russe. Au début, et puis il me dit d'autres choses, il me décrit des scènes que la population civile aurait vues, que je préfère ne pas répéter. Et je dis, non, c'est pas possible, c'est un film. J'ai dit, je ne peux pas croire qu'on fasse ça, c'est pas possible. Et j'ai dit... Et puis avec le temps, en passant sur ce front, effectivement, en rencontrant la population, parce que moi j'y suis passé beaucoup plus que les autres sur ce front-là, en discutant avec eux, oui, il y avait des villages où pas une seule jeune fille était présente, où il y avait eu clairement des enlèvements ou des volontés de les enlever et de les amener, je sais pas où, des disparitions de population, clairement. Puis après, j'ai eu un camarade milicien, parce que je le connaissais en plus, mais on l'a clairement identifié sur une vidéo. Il était prisonnier au village de Chirokino, et il était prisonnier par le bataillon Azov, et il s'est fait crucifier et brûler par eux. Donc il y a eu des crimes de guerre, oui, sur ce front-là. Ouais. Là, on parle de crimes horribles, crucifiés, brûlés. Ouais, voilà. Non, mais il y a encore la vidéo, on trouve encore la vidéo, et on identifie la personne. Et moi, je vais voir un russophone qui parlait très bien français, il me dit oui, c'est bien celui qu'on a connu, qui était là avec nous à Zechenko, c'est lui, il a été fait prisonnier, il le connaissait très bien, c'est lui. Ouais. Et puis on a bien identifié le régiment en plus. Puis certains gars de ce régiment sur internet s'en sont vantés. Donc oui, il y a eu à droite à gauche des crimes de guerre de fait. Mais les bataillons politiques de l'armée ukrainienne, et d'ailleurs c'est une grosse erreur du gouvernement ou de l'armée ukrainienne d'avoir créé ces bataillons politiques-là, parce que ça leur a fait perdre le soutien de la population. Souvent quand je discutais avec certains miliciens qui étaient natifs du Donbass, on disait mais pourquoi tu es là toi? C'est pas par idéal. C'est pas parce qu'ils sont pro-russes ou n'importe quoi. C'est parce que tout simplement, l'armée ukrainienne ou les bataillons politiques ont fait du mal à leur famille. Tout simplement. Donc là, il y a eu un grand basculement de toute la population contre les... Là, il y a une vraie séparatisme, on va dire, là, qui s'installe. Mais au début, les gens voulaient le fédéralisme. Ils ne voulaient pas de guerre et tout ça. Mais ils ont été... c'est la répression. Et puis, ça a été la grande erreur du gouvernement ukrainien d'avoir armé ces ultranationalistes qui génocident leur propre peuple, clairement. Ils se sont mis sur les traces de Stepan Bandera. Oui, c'est ça, ce que tu expliquais tout à l'heure. C'était cette violence paroxystique. Non, mais plusieurs fois on a dit non, c'est parce que souvent ce qui revenait, c'est ma maison s'est fait bombarder par l'armée ukrainienne, je viens me battre ici. Parce que l'armée ukrainienne, donc elle prend des positions, on va dire, autour d'une ville. On bombarde des infrastructures civiles, mais on bombarde aussi les quartiers civils, les populations, comme ça. Et oui, souvent la population est victime des bombardements de l'armée ukrainienne. Et même, il y a juste une fois au cours de cet été où vraiment la population de Donetsk en a eu ras-le-bol, a fait une manifestation, a dit au président Zarkachenko, il est temps que tu relances l'offensive parce qu'on en a marre des bombardements dans le centre-ville. Ce qui a donné à l'offensive de Marinka, c'était pour désengager
les positions d'artillerie. D'ailleurs, Renaud, qui était le responsable artillerie au sein du 3e bataillon, lui-même a utilisé ses mortiers de 82 pour éliminer les batteries de mortiers de 120 mm, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Et ces batteries-là, en fait, bombardaient les hôpitaux de Donetsk depuis un sacré moment. Donc un matin, on s'est levé de très bonne heure, on a allé s'infiltrer au plus près, on a posé nos mortiers, puis on a envoyé tous les obus qu'on avait, et puis on nous a dit, bon écoutez, les objectifs sont atteints, désormais les hôpitaux de Donetsk ne se feront plus bombarder. Voilà, donc nous-mêmes, on a participé à des actions de destruction de batteries ennemies, mais pour sauver la population civile. C'était même pas pour traiter des batteries qui nous bombardaient, nous. Non, c'était la population qui souffrait de ces bombardements. Ouais, donc là, il y a une stratégie, c'est effectivement de terreur, quoi, du côté américain. Est-ce que tu confirmes aussi l'utilisation de mercenaires étrangers, donc, parce que ça, c'est une question qui a été soulevée. Alors, il y a eu des instructeurs, c'est clair. Parce que quand on voit des vidéos du bataillon Azov ou même de l'armée ukrainienne ou des bataillons spéciaux de l'oligarque Kolomoïski, Dniepr 1 et Dniepr 2, on voit qu'ils ont des tactiques de l'OTAN, des tactiques infanterie de l'OTAN. Donc des gens sont venus des instructeurs. Après, il a été reconnu officiellement que la bataille de Debaltsevo sont morts d'anciens légionnaires français qui étaient venus en tant qu'instructeurs, probablement payés par des sociétés militaires privées, et que la bataille de l'aéroport de Donetsk, on a retrouvé pas mal de mercenaires et d'équipements de l'OTAN, ou même des armes de l'OTAN en calibre 5,56. Dans l'aéroport aussi, hein. À l'aéroport même, ouais. C'est les fameux cyborgs et tout ça. Ouais. Voilà. Donc oui, il y a eu... Après, je ne veux pas chiffrer exactement, je ne veux pas dire de bêtises, mais effectivement, il y a eu des mercenaires ou des instructeurs. Mais après, il ne faut pas non plus dire le fantasme des forces spéciales. Pendant un temps, il y a des gens qui me disaient oui, mais il y a les forces spéciales du premier PIMA qui vont venir instruire l'armée ukrainienne. Ça, j'y crois qu'à moitié, c'est pas possible. D'anciens légionnaires, après qu'on rejoint, on dit non, c'est pas possible. La Légion n'a pas pu envoyer de monde, on l'aurait su. C'est plus d'anciens légionnaires ukrainiens qui sont venus prêter main forte du côté de l'armée ukrainienne. Présence de mercenaires, certes, US, oui, mais... peut-être pas autant qu'on veut. D'accord. Mais plus en rôle d'encadrement. D'encadrement, oui. Voilà. Mais après, ils ont dû se faire prendre au piège dans un chaudron comme Debaltsevo, quand ils ne pouvaient plus sortir, c'était fini pour eux. Ou même l'aéroport de Donetsk, quand ils étaient bloqués, bon ben voilà. Il y a peut-être eu... Les accords de Minsk ont aussi peut-être servi à évacuer ces fameux instructeurs des forces spéciales américaines. Alors à chaque fois, c'est ce qu'on a... comment dire, c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est-à-dire que, en gros... Quand l'OTAN se retrouve dans une position, on va dire, plus vacillante sur le point de vue militaire, immédiatement, on va faire des accords, faut qu'on trouve une trêve, parce que visiblement, les accords de Minsk sont intervenus parce que, on va dire, les positions de l'armée ukrainienne étaient encerclées, c'est ça, par toutes ces milices. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, déjà, pour revenir à l'armée ukrainienne, en moins d'un an, il y a eu 8 conscriptions. C'est énorme, 8 conscriptions. Ça veut dire 8 classes d'hommes de tout âge ont été appelés sous les armes. On dit des chiffres officiels, 150 000 hommes appelés sous les armes, il y aurait actuellement 90 000 hommes de l'armée ukrainienne. Après, c'est des chiffres qu'on trouve à droite à gauche, on ne peut pas chiffrer nous-mêmes exactement. Mais effectivement, au bout d'un moment, l'armée ukrainienne se trouvait vraiment en très mauvaise posture, ils étaient pris dans des chaudrons, donc oui, les accords pour eux étaient le seul moyen de sortir vivants et de retirer leur armée. Après les accords de Minsk, on a beaucoup dit au sein des milices, même nous les volontaires internationaux, il faut dire ce qu'on disait, nous, ça, honnêtement, excusez-moi l'adjectif, mais ça nous emmerdait sur le terrain. Parce qu'on ne pouvait pas attaquer alors qu'on avait des occasions d'attaquer. Maintenant, si on a une vision plus large, plus géopolitique, ces accords-là servaient à la fois à la politique étrangère russe, et même servaient la diplomatie de la République populaire de Donetsk. Parce que finalement, ces accords spécifiaient, on enlève toutes les pièces d'artillerie au-dessus de 100 mm du front, on fait reculer les blocs-postes et ça évite les provocations. Donc déjà, pour la population, c'est très bien. Et puis ça permettait aussi, si l'Ukraine signait ses accords avec la République populaire de Donetsk, finalement, c'est une victoire politique pour les républiques. Mmh. Puisqu'elle signe avec eux, c'est une quasi-reconnaissance des autorités. Et même sur le long terme, ça allait vers une fédéralisation. C'est ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a une tentative réellement de fédéraliser et tout ça. Et même reconnaître leurs élections. Au volet diplomatique, c'est très bien pour nous.
Au niveau militaire, on a loupé des occasions d'anéantir des armes, de prendre le dessus, oui. Il faut le reconnaître. Mais au niveau diplomatique et géopolitique, c'est une victoire, ces accords de Minsk. Et en plus, on voyait que l'armée ukrainienne violait sans arrêt ces accords, puisqu'ils bombardaient. Voilà. Et c'est comme ça que Motorola et tout ça, il a dit mais c'est pas possible. Les premiers accords de Minsk, c'était tout à fait évident. L'armée Minsk 1, l'armée ukrainienne était défaite, complètement défaite. Les républicains avaient contourné Mariupol, étaient de l'autre côté, sur des positions à l'ouest de Mariupol. Et donc, ils auraient pu prendre d'assaut Mariupol à ce moment-là. Non. Ça, c'est ce que vous... En fait, je tiens à préciser, avant qu'on continue, qu'il y a une grande différence entre ce qu'on lit sur les cartes et la réalité du terrain. Pour moi, c'est actuellement... Bon, maintenant peut-être, mais je pense qu'on peut faire tomber Mariupol avec l'usure. On n'aurait pas pu la faire tomber avec des assauts comme on faisait. C'est pas possible. Même si l'armée ukrainienne... Mariupol, j'ai les chiffres qu'on avait, il y avait 6000 soldats de l'armée ukrainienne dans des bataillons spéciaux bien équipés. C'était impossible. Même à cette époque. Ce qu'on lit sur les cartes, c'est extrêmement trompeur. Même quand on est vainqueur et tout ça, il faut reconnaître la réalité des effectifs et des positions. Ensuite, ces accords de Minsk, les Minskiens étaient très bien parce que ça reconnaissait en fait les républiques de facto. Et ça interdisait aussi l'emploi d'armements lourds et tout ça. C'est là-dessus que c'était très bien pour les populations. Par contre, ça a permis de prouver à tout le monde que l'armée ukrainienne ne le respectait pas du tout. Donc après, ce qui a fait la seconde bataille de l'aéroport. Motorola, le commandant Motorola du bataillon Sparta, très réputé, a dit mais c'est pas possible, il n'y a pas respect des accords, donc nous on bombarde et on continue. Donc la guerre a repris à cause du non-respect des accords. Bon, de notre côté aussi, on avait du mal à maintenir les hommes, faut le reconnaître, mais c'était pas aussi flagrant et pas aussi évident que l'armée ukrainienne qui cherchait vraiment une occasion d'enfoncer nos lignes. Et puis en plus, voilà, comme il n'y a pas de médiatisation, donc ils pouvaient se permettre de, entre guillemets, de faire un peu ce qu'ils voulaient, quoi. Et sur le terrain, quotidiennement, bon, tu nous disais que la population, elle a gardé le moral, mais les conditions de vie, voilà, on a du mal à les imaginer. Alors, il y a des bons approvisionnements. Alors le terrain, ça dépend les fronts, ça dépend la période, ça dépend le bataillon, ça dépend de beaucoup de choses qui sont pas évidentes. Alors, sur le terrain, quand on a la chance d'être sur le front sud dans un village comme Zechenko où on fait du bloc-post, on est nourri avec la population et ça peut aller très bien finalement. D'autres terrains ou d'autres positions, ou comme l'aéroport où on dépend uniquement de l'armée, ça peut être beaucoup plus difficile. Et puis le front, qu'est-ce que c'est le front? Vu que c'est une guerre de position et moins de mouvement, eh ben c'est de l'attente, énormément d'attente, de nuit. Souvent, on subit les bombardements, donc on est obligé de se réfugier sous les blocs-postes. Souvent, ce qu'on a pris sur la tête, c'était les bombardements grades, les mortiers et tout ça. Souvent, c'était une guerre de position et d'artillerie. C'est essentiellement une guerre d'artillerie. Donc la population qui est bombardée, les blocs-postes qui sont bombardés, les assauts finalement. Les assauts, les grandes batailles sont finalement que très rares parce que fort coûteuses en hommes et tout ça. Et des deux côtés. Quand l'armée ukrainienne attaque avec ses chars, ils sont automatiquement détruits par nos lance-missiles anti-chars, par nos RPG et tout ça. Oui, est-ce que tu nous expliquais au niveau stratégique que ce sont des petites... donc vous étiez très mobile, c'est ça? Et vous pouviez détruire des véhicules qui en fait, c'est que eux, ils ont tous eu du mal, des deux côtés, à faire des attaques 3-0. 3-0, ça veut dire artillerie, chars, infanterie. Donc souvent, ils envoyaient les chars, et les miliciens, ils étaient sur leur position, ils alignaient les chars à coups de missiles et tout ça. Hein. C'est très facilement détruisable un char s'il n'est pas protégé par l'infanterie et par l'artillerie. Des deux côtés, il y a eu du mal à faire des attaques coordonnées. Parce que même s'ils commencent à se structurer en armée, n'oublions pas, c'est encore toujours des miliciens. Il y a peut-être des anciens de l'armée russe qui sont là, des gens qui viennent instruire et tout ça. Mais il faut arriver, on ne crée pas une armée comme ça dans la guerre. Hein. C'est tous les jours, c'est de l'instruction bout de ficelle. Il y a les moyens qui arrivent, mais les hommes ne sont pas forcément entraînés pour. Il faut faire de longues séances de polygones, donc de centres d'entraînement pour arriver à coordonner tout le monde. Il faut leur apprendre à tirer au coup par coup et pas en rafale comme ils ont l'habitude de faire avant. Donc, parce qu'en plus, ils avaient cet idéal de la grande guerre patriotique, des assauts en masse et tout ça. Mais c'est fini, les guerres modernes, il n'y a plus ça. Donc, il fallait réapprendre énormément et tout ça. C'était très très long. Au niveau de la tactique militaire, et qui décidait véritablement au commandement? Parce que tu nous disais que toutes les milices donc, étaient un peu indépendantes. Ça veut dire que
pour quand même le commandement des opérations, après, ça doit être compliqué. il y a eu un président, Zarkatchenko, qui était le chef de la milice Oplat, qui après s'est transformé en garde républicaine. Et dès qu'il y a eu des élections et tout ça, ils ont commencé à unifier un commandement. Maintenant, il y a l'armée de la DNR et il y a la garde républicaine. La garde républicaine garde actuellement les bataillons politiques tels que le bataillon Sparta ou l'ancienne La garde milice. républicaine fait la LNR et la DNR ou... Non, uniquement la DNR. Uniquement la DNR. Et c'est essentiellement le bataillon Oplat qui la compose. Ouais. En fait, c'est la garde rapprochée du président. Mais ils sont au feu, ils sont en artillerie, en infanterie et en char. Et donc, nous, quand on parlait des fans des forces armées de Novorossiya, Oui, c'est l'ensemble de la garde républicaine, des bataillons politiques qui ont dû se mettre aux ordres de la République et de l'armée de la République. Voilà. Parce qu'au début, les bataillons politiques, il faut le reconnaître, avaient une velléité de garder plus ou moins d'autonomie. Et c'était plus possible pour mener une guerre comme ça. Il faut une coordination voilà. des forces. Oui. Voilà. Et donc aussi, alors, on pourrait parler un peu de ces milices tchétchènes, parce que tu me parlais de milices. Alors déjà, de notre côté, on a eu les nationalistes tchétchènes, les pro-Kadyrov, qui sont venus donner un coup de main. Le bataillon tchétchène, je confirme sa présence, parce que beaucoup disaient, et même j'ai entendu dire que Kadyrov avait nié la présence. Alors je ne sais pas si maintenant il la reconnaît, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Mais oui, le bataillon tchétchène est à Donetsk, dépend du bataillon Vostok, et on a eu affaire à eux. Donc ils étaient là apparemment pour éliminer les takfiristes tchétchènes, donc les hérétiques de l'islam, les terroristes, qui eux étaient du côté de Kiev. Alors faut bien comprendre qu'il y a certains Tchétchènes et certains qui sont prêts à s'allier avec n'importe qui du moment qui fait la guerre aux Russes. Et même du côté ukrainien, certains Ukrainiens, chefs de milice ou commandement d'armée, étaient prêts à accueillir n'importe qui dans leur bataillon du moment qu'ils étaient russophobes. Donc je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le bataillon Doudaev ou Doudaïev, et je le prononce sûrement très mal, le nom de ce bataillon tchétchène. Et nous, sur le front de Mariupol, on a eu affaire au bataillon Mansour, qui était une scission de ce propre bataillon. Donc il y a eu au moins deux formations tchétchènes anti-Kadyrov, russophobes, qui étaient présentes du côté des Ukrainiens. Voilà. D'accord. Ah bon, Et en plus, c'est sur leurs vidéos, ils se revendiquent ayant des filiations avec l'État islamique. Voilà. Alors je sais pas si c'est de la propagande ou si c'est histoire de faire les gros bras face aux Russes, mais en tout cas, clairement, ils se revendiquaient d'avoir des filiations avec l'État islamique. Visiblement, ça doit être vrai, puisqu'on a vu le président Porochenko lui-même appeler à cette filiation avec Daesh contre les Russes, en invitant les membres de Daesh à aller sur les sites ukrainiens pour s'informer sur les soldats russes et en donnant des informations. Donc visiblement, il y a bien une connexion. La Turquie a aidé à créer une brigade avec des islamistes pour reprendre la Crimée. Donc il y a vraiment une les brigade. Tatars, c'est ça, qui ont un rôle. Avec les Tatars, une brigade islamiste, donc financée par la Turquie, dont l'objectif est la reprise de la Crimée. D'accord. Et donc tous ces gens-là, évidemment, sont liés aux frères musulmans, et dont l'idéologie des frères musulmans, c'est strictement la même que celle des wahhabites. Les frères musulmans sont encore pires parce que leur objectif est d'étendre un califat sur le monde entier et de supprimer les nations. Tu vois, donc ils sont encore plus dangereux que les wahhabites. Et donc les frères musulmans ont investi, ont pris en main cette brigade-là, quoi. D'accord. En Ukraine. En Ukraine, oui. En Ukraine, tu vois. Et donc la situation, alors on va dire là, aujourd'hui sur le plan militaire, c'est quoi? C'est un statu quo? C'est chacun qui est dans ses positions? Il y a encore des combats? Il y a encore des combats, il semblerait. Oui. Où l'actuelle unité de volontaires étrangers, il y aurait encore des combats. Mais normalement, il y a une volonté d'appliquer réellement les accords de Minsk et de faire vraiment reculer les armes et de retirer les armées. Ouais. Des deux côtés. Des deux côtés, parce que Porochenko a perdu pas mal de crédit au sein de l'Occident.
Bon, déjà, il n'y arrive pas à reprendre ce fameux Donbass. Et en plus, il avait misé toute sa politique sur une guerre rapide. Il a basé toute sa politique sur gagner la guerre du Donbass. Du coup, c'est raté, la guerre rapide et claire. Voilà. Et puis même, les Occidentaux leur reprochent de pas du tout respecter les accords, de les mettre plus en porte-à-faux. Et tout ça, ça n'arrange personne, finalement. Puis en plus, au niveau de la géopolitique internationale, la Russie devient très forte. Donc, Poroshenko, en plus, on peut voir, il va s'y en caisse du fait que les ultranationalistes, les fanatiques de l'Ukraine, tout ça, essaient de faire basculer son pouvoir parce qu'ils veulent absolument continuer le conflit et que finalement, on va peut-être aller vers une fédéralisation et ça ne nécessitait pas du tout une guerre au début, la fédéralisation. Ça veut dire fédéralisation, on arriverait quoi, des espèces de provinces autonomes, c'est ça le compromis qu'on peut... Ce que proposait Zarkachenko, c'est autonomie de la République populaire de Donetsk, autonomie de la République populaire de Lugansk, avec le droit de pouvoir voter leurs propres lois, de mettre leurs propres juges, leur propre police et leur propre armée, mais au sein d'une Ukraine fédérale. Et c'est vrai que pour Poroshenko, c'est une défaite politique, parce qu'il a misé sur toute la guerre pour pouvoir consolider son pouvoir. Et les ultranationalistes ukrainiens sont prêts à se retourner contre lui si jamais il accepte la fédéralisation, parce que ce serait une terrible défaite pour eux. Et au fond, tous est mort pour rien, pour arriver à un statut qu'ils auraient pu accepter. Donc il a un peu acculé, quoi. Cette fédéralisation prendra en compte les oblasts de Donetsk ou de Lugansk, ou seulement la partie où il y a le cessez-le-feu. Zarkachenko, lui, réclame entièrement l'oblast de Donetsk. Donc ça comprend Mariupol. Et c'est là qu'il va y avoir, je pense, la continuité des affrontements, parce que ce n'est pas du tout applicable. Alors, à la fois, à mon avis, c'est une stratégie pour pouvoir continuer le combat aussi. Ah, donc c'est pas fini, quoi. C'est loin d'être fini. C'est comme dans toute guerre, il y a des périodes entre guillemets mortes où chacun comme ça sur position, où c'est les diplomaties qui agissent, mais il suffit que l'un des deux premiers fasse une erreur et les combats reprennent. Et quand j'ai quitté Donetsk, l'armée ukrainienne resserrait son étau et n'attendait qu'une chose, c'était la violation des accords de notre part, qu'on fasse une seule erreur et ça prétextait une offensive. Parce que Poroshenko, pour ses alliés de l'Occident, a besoin d'un prétexte pour justifier au monde entier, regardez, c'est des terroristes, je peux continuer la guerre. Donc Poroshenko compte beaucoup sur une erreur des républiques de Donetsk et de Lugansk pour pouvoir continuer il lui faut son prétexte pour justifier une énième offensive. Il lui faut absolument, c'est vrai. Mais là, alors, on arrive en plus dans l'hiver, j'ai envie de dire, qui est en train d'arriver. Semble-t-il, les Ukrainiens n'ont plus d'approvisionnement en gaz. C'est une situation qui va se dégrader, même pour lui. Ça va être dit. Je veux dire, si socialement, il a besoin d'une victoire militaire, puisque économiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, voilà. Il a perdu la Crimée. Il a perdu la Crimée. Les Russes ont repris la Crimée parce que là, le peuple de Crimée a voté, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Beaucoup disent oui, Poutine s'est annexé la Crimée. Non, il y a eu un vote. Ensuite, il a perdu le Donbass. Et s'il se fait prendre Mariupol, l'économie, enfin l'Ukraine est finie en tant qu'entité économique. Déjà qu'elle est très à mal. Donc, pour ne pas montrer pour que le peuple ukrainien ne se préoccupe pas de la situation économique, il a besoin d'une victoire militaire, absolument. Ce qu'il ne peut pas faire en économie, il doit le faire militairement. Donc il ne peut que lancer effectivement une offensive. Le fait économique va décider du fait guerrier pour Poroshenko. Et même pour consolider son pouvoir, pour ne pas se faire renverser par l'ultra-droite, il sera obligé de lancer une offensive. Et toi, tu dis que la DNR et la LNR, de toute façon, ils volent les oblasts. Zarkachenko, quand on lit ses discours, quand on dit ce qu'il dit publiquement, pour lui, la DNR, ça comprend Slaviansk, ça comprend surtout Mariupol. Lui, il n'arrêtera pas le conflit, il va négocier, mais il a dit de toute façon, on n'arrêtera pas tant que les armées sont pas retirées, tant qu'on ne nous a pas rendu Mariupol. Ah oui, donc Zarkachenko c'est le président de la République populaire de Donetsk. D'accord, qui a été élu donc, c'est ça? Qui a été élu, oui. Il y a eu des scrutins en novembre de l'année dernière. J'avais été à celui de Lugansk et il y a eu des élections. Il y a eu des observateurs internationaux qui ont remarqué qu'il n'y avait pas de fraude du tout. Il a été clairement élu. Après, est-ce que c'est le prochain? Est-ce qu'il va continuer son mandat ou pas? Il a suffisamment de charisme pour pouvoir continuer. Mais est-ce que par exemple, ce fédéralisme ukrainien, ça va pas aussi se propager encore
à d'autres régions de l'Ukraine. Finalement, l'Ukraine, Bah oui. j'ai envie de dire, c'est un Notamment à état l'ouest, fantôme hein. finalement. Oui, Ça c'est de- un état fantôme. Donc, pour moi, et c'est un avis personnel, l'Ukraine n'est pas du tout une nation, ce n'est pas une communauté de destin au sein de l'universal, c'est impossible. Il y a trop de différences culturelles, il y a eu trop d'affrontements, il y a des minorités hongroises, polonaises, il y a la Galicie. Et vu l'état actuel de l'Ukraine, j'ai presque envie de dire l'ex-Ukraine, malheureusement, pour ce pays, parce que c'est comme une guerre fratricide. Je ne suis pas partisan absolument à ce qu'on dissèque l'Ukraine, mais c'est bien ce qui risque d'arriver si la situation ne s'améliore pas. Oui, d'elle-même, j'ai l'impression que le pays est en train de se Voilà. décomposer, j'ai envie de dire. Non, et mais c'est finalement, pas- le président de la Russie cherchait absolument à ralentir tout ce Bah, bien fait-là. sûr. Oui. Et il voulait. Poutine, lui, il a toujours dit, de toute façon, bon, après c'est dans ses discours, Il a- mais il était attaché à la souveraineté, à l'unité de l'Ukraine. Parce Il a que c'est le toujours plus dit. grand pays slave après la Russie, il l'a dit lui-même. Ouais. C'est le plus grand pays slave après la Russie, c'est un peuple frère. Et puis lui, contrairement à ce qu'on disait, il n'est pas interventionniste du tout. Il est même très légaliste et il a respecté les conventions internationales là-dedans. Et je peux même le dire que certains bataillons politiques ou même certains milices lui reprochaient sa non-intervention. Oui, parce Alexandre que même, il paraît Dogin, qu'en Russie même. en Russie Alexandre même, Dogin, ouais. le chef du fil du courant eurasiste, Ouais. lui a dit Poutine, tu dois aller jusqu'à Kiev. Et, Parce que semble-t-il, même les Russes eux-mêmes, une Même, large majorité oui. était favorable à une à une intervention. Oui, mais l'intervention russe aurait été tombée dans le piège de l'Occident. Voilà, tout à Et fait. le Parti communiste russe qui fait 20% aux élections quand même, c'est le deuxième parti en Russie. Et donc eux, ils sont aussi pour l'intervention. Voilà. Hein. Mais après, le peuple russe l'a félicité quand même sur ce dossier ukrainien. Mais il avait la pression du peuple Il russe. avait une pression Oui. à un moment Mais donné. finalement, il l'a très très bien géré, le peuple russe l'a reconnu. Mais oui, le peuple russe a complètement soutenu le Donbass depuis le début. Quelques nationalistes russes qui sont battus du côté d'Azov, mais la population russe patriotique a soutenu clairement le président. Donc il a dû avoir une sacrée pression pour tomber dans un piège en fait. Oui, en fait, je comprends un peu sa position où il doit avoir un jeu d'équilibre entre la population qui est interventionniste et puis l'Occident qui veut aussi son intervention et lui qui Et c'est un comprend le piège, qui piège, comprend que c'est un piège. qu'il faut surtout pas intervenir. Parce que s'il intervient clairement, c'est un grand prétexte, puis c'est un Pour lui faire la bourbier. guerre. Et c'est un, voilà, c'est un prétexte pour lui faire la guerre. Et c'est un bourbier pour la Russie. En plus, en les sanctions économiques, il faut rajouter tout ça. Donc, il était clairement légaliste sur cette affaire et il voulait discuter avec le gouvernement ukrainien. Il le fait toujours. Il veut absolument. Ça se voit d'ailleurs. C'est pour ça que nous, sur le terrain, en tant que militaires, d'un point de vue militaire, ça nous arrangeait pas du tout. Mais c'était une guerre géopolitique et diplomatique. Oui. Et c'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Certains disaient Poutine a lâché le Donbass. Mais c'est un raccourci de dire ça. Non. Il a dû à la fois protéger la Russie, il a dû à la fois secourir il a les dû jouer populations. sur plusieurs tableaux finalement. Tableaux, c'est ça. Ouais. Même j'avais des camarades politiques et géopolitiques là qui commencent à critiquer l'attitude du président Poutine, qui disaient oui, non, mais Moscou n'est plus un centre révolutionnaire et tout ça. Non, c'est simplement qu'à l'heure actuelle, on réclame la Russie là, on réclame la Russie en Syrie, on réclame la Syrie en Irak. Et lui, il savait déjà. Peut-être qu'il avait déjà prévu d'intervenir en Russie, peut-être que ça a même retardé son intervention en Russie dans le non. On ne sait pas, on n'est pas dans les secrets du Kremlin. Est-ce que cette guerre n'a pas finalement retardé l'intervention en Syrie? Puisque la guerre syrienne est bien antérieure à la guerre du Donbass. Oui, tout à fait. Donc lui, en tant que président de la Fédération de Russie, pays continent en plus, il ne pouvait que regarder tous les tenants et les aboutissants de cette intervention militaire, qu'aurait parfaitement réussi. De bien entendu. Oui, parce que voilà, S'il le veut, il est à Kiev. Voilà, S'il le veut, il est à Kiev. C'est ce qu'on a vu sur tous les plans militaires. On nous expliquait que en 48 heures, la Russie pouvait envahir l'Ukraine. C'était pas un problème militaire. Elle pouvait mettre à plat l'armée. Oui, parce que l'armée russe, par contre, ce n'est pas les milices russes. Ouais. Ça aussi, j'avais beaucoup de volontaires étrangers qui disaient mais c'est ça l'armée russe. Je fais non, ça c'est les milices russes. L'armée russe, c'est différent. Et là, ils ont eu énormément de rétextes, donc de restitution d'expérience de leur conflit en Géorgie, où là, ils ont vu que l'armée russe avait une mauvaise coordination interarmée, et ils ont travaillé ça depuis le temps. Et ça se voit actuellement en Syrie, le fruit de ce rétexte. Et on sait très bien qu'actuellement, l'armée russe, au niveau infanterie, ont les mêmes techniques ISTC, instructions sur tir de combat de l'OTAN, et en plus, ils ont leur propre technologie, leur propre armement, et ils ont enfin réussi ce truc interarmé. Donc actuellement, non, l'armée russe est très très opérationnelle. D'accord. Ouais. Bon, bah ça fera taire toutes les mauvaises langues alors, sur Poutine. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu effectivement cette interrogation du jeu de la Russie par rapport au Donbass, savoir pourquoi il n'intervenait pas finalement, quel rôle il avait, puisqu'on comprenait bien de toute façon que la Russie est au cœur de ce conflit, qu'on ne pourrait rien régler sans elle, et en même temps,
voilà, on se posait la question du non-interventionnisme militaire russe alors qu'il en a clairement les moyens, quoi. Ouais, voilà. Mais que tout ça est un jeu très compliqué parce que s'il avait violé le droit international en Ukraine, il n'aurait pas pu se réclamer du droit international en Syrie, par exemple. Voilà. Il est tout à fait cohérent dans sa politique internationale. Donc voilà. Poutine, il se place dans une grande perspective. Il a une vision. Je ne suis pas poutinolâtre. Je pense même que peut-être sa politique intérieure, il pourrait faire mieux. J'ai discuté avec des camarades russes. Apparemment, il devrait faire mieux. Mais au niveau géopolitique, au niveau international, oui, il est clairement une figure de l'impérialisme. Est-ce qu'il n'y a pas eu, après l'indépendance de la Crimée, le vote des habitants de Crimée pour leur attachement à la Fédération de Russie, est-ce qu'il n'y a pas eu une illusion des gens du Donbass qui se sont dit, bah tiens, nous on a voté, on va voter, puis on va être rattaché aussi à la Fédération de Russie. Alors la population russophone du Donbass est divisée sur cette question-là. J'ai discuté avec des responsables politiques, des journalistes du Donbass, et certains disent la Fédération de Russie, on ne veut pas être rattaché par eux, on voudrait la fédéralisation ou alors l'autonomie au sein de la Novorussie. Ils le disent, nous sommes russes, mais la Fédération de Russie, non. D'accord. Voilà. Parce qu'eux, ils ont toujours cette idée de justice sociale, de combat révolutionnaire. Oui, ils sont différents de la politique intérieure russe. Ils disent non. Voilà. En Russie, les oligarques, ils ont encore pignon sur rue. Et ils détiennent une grande partie de l'économie. Et la bureaucratie russe, c'est horrible. Et eux, ils savent qu'ils peuvent faire différemment. Donc, il y en a, oui, qui voudraient, mais d'autres disent non, ici à Donetsk, on est très bien. Nous sommes russes, mais notre république est très bien aussi. Ils veulent faire leur autonomie. Et puis, voilà. Donc, ce n'est pas non plus majoritaire. Il y en a qui y pensent et d'autres qui disent non. Ce serait mentir de dire que tous donc tout n'est pas simple, c'est pas que des gens qui veulent tous être russes. Ils sont russes, mais la Fédération de Russie, c'est différent. Et ben on va faire la deuxième pause. Si je vois quelque chose, je vois un bras, c'est bon. On va faire la deuxième pause et puis on revient juste après. Puis cette fois, on va répondre à vos nombreuses questions parce que là, j'en ai vu, il y en avait beaucoup. Il y en a même qui se sont amusés à mettre des questions en russe, même pour me troller, j'imagine. Bon, en tout cas, on va prendre des questions. Le russe un peu. J'y viendrai après. Ah bah là c'est du russe à l'écrit en plus, alors je sais pas si ça va être un peu plus compliqué à mon avis. J'ai suivi des cours par une professeure de russe, mais vers la fin, j'y viendrai après. D'accord. Cette fameuse langue russe. Eh ben on en parlera un peu de cette langue russe, on fait la pause et puis on revient juste après, à vous la régie.